la notion de tiers-monde venait d'être créée. Et c'est Sauvé qui a été le premier justement à désigner ces différentes parties du monde par le nom de tiers-monde. Et ce sont des parties du monde qui sont très sous-développées et il fallait relancer totalement leur économie. Un certain nationalisme va commencer à naître dans ces différentes parties du monde. Car ces différentes parties du monde qui se sont considérées et qui se sont accaparées le terme de tiers-monde vont même aller jusqu'à créer un mouvement culturel du tiers-monde. Alors, dans ces différentes parties du monde, étant donné qu'ils sont sous-développés, ils doivent, pour pouvoir être développés, sortir totalement de la tutelle du colon. Ils doivent passer par un processus de décolonisation. Et cette décolonisation devait être totale, pas une décolonisation sur des bouts de papier, mais une décolonisation totale, dans le vrai sens du terme. Car nous savons très bien que la colonie, ce n'est rien d'autre qu'une partie du monde qui produit des biens et des services pour la consommation d'une autre partie du monde, pour la consommation de la métropole. Donc, ces différents pays sous-développés doivent commencer à produire des biens et des services qui servent à leur propre consommation. Donc, de ce pas, les biens qui étaient importés des pays européens devaient s'arrêter. Et à l'intérieur, on devait commencer cette production. On devait produire ces différents biens pour sa propre consommation. Et cela entraîne une division internationale du travail qui va totalement changer parce que dorénavant, on produit pour soi-même, pas pour les besoins d'un autre peuple. Ces différents pays qui font partie de ce qu'on va appeler le tiers-monde se sont dit par exemple que pour relancer leur économie, il fallait que leur économie ait certaines bases. Et ces économies ne pouvant pas respecter les différents accords commerciaux internationaux qui existaient entre les grands pays, ces pays on devait les permettre de pouvoir asseoir leur industrie afin de se développer pour lutter totalement contre la pauvreté qui sévissait dans ces pays. Donc, les pays du tiers-monde ont imaginé par exemple que si les revenus du pétrole étaient reversés dans leur économie, ils pouvaient utiliser cet argent justement pour développer leur pays. Alors qu'on sait très bien, en Iran, si on part en Iran par exemple, en Iran, ils étaient devenus l'un des gros producteurs de pétrole et l'un des gros exportateurs de pétrole vers l'Europe. Et les Britanniques sont très affolés parce que les Britanniques venaient de perdre l'Inde et n'étaient pas prêts à perdre également l'Iran, à perdre justement ces grands revenus de pétrole qu'ils exploitaient pour leur propre économie. Les Britanniques sont en difficulté en Inde et demandent la main des États-Unis. Les États-Unis aussi, qui sont déjà engagés en Corée, les États-Unis ne pouvaient pas appuyer directement les Britanniques d'une manière ouverte. Donc des opérations ouvertes ont été organisées justement pour déstabiliser le pouvoir, pour déstabiliser le régime démocratique, pour déstabiliser Mohamed. Des complots ont été ourdis pour déstabiliser Mohamed Mossadegh. Mossadegh a été élu d'une manière démocratique et son intention première, c'était de nationaliser totalement cette compagnie de pétrole. Et quand on commence à toucher à la poche des grandes personnes, tu vois qu'il y a plusieurs réactions. Donc, ils ont manigancé et ont mis en place un pouvoir. Et le régime de Mohamed Mossadegh a été déchu parce qu'un coup d'État l'a remplacé. Les militaires sont arrivés au pouvoir de telle sorte qu'on a pu introduire la famille du Shah d'Iran. Et le Shah d'Iran, qui était beaucoup plus pro-capitaliste, sera au pouvoir
pour justement conserver les intérêts de l'Occident. Donc ici un peu pour dire que vous voyez, juste après cette guerre mondiale, si on commence à voir qu'il y a des régimes militaires un peu partout dans les pays du tiers-monde, une raison existe. Même les États-Unis ont eu le même problème au Guatemala, parce qu'au Guatemala, ils avaient une grande compagnie de fruits. La grande compagnie de fruits El Pulpo, qui produisait de la banane. Et cette banane était distribuée, et même distribuée partout dans le monde. Donc au Guatemala, le régime, justement, votait le régime élu. Naturellement, le régime élu par la population. Ce régime voulait nationaliser El Pulpo. C'est-à-dire qu'il voulait retirer les terres qui avaient été concédées à la grande société de production des fruits pour les redistribuer aux paysans. Donc, là, nous voyons également des mécontentements qui sont en train de se faire. Les Égyptiens aussi sont pas en train de dormir. Les Égyptiens sont en train d'imaginer, ils sont en train de rêver sur le canal de Suez parce qu'ils voient bien les revenus que le canal de Suez rapporte. Donc, ils avaient l'intention de nationaliser totalement le canal de Suez. Au Brésil, nous avons les mêmes actions. Les Brésiliens veulent nationaliser totalement leur pays. C'est-à-dire que la capitale là, qui se trouvait à Rio de Janeiro, qu'ils voyaient comme étant la capitale créée par le colon, ils voulaient tout simplement déplacer la capitale et créer une capitale nouvelle qui sera la capitale nouvelle du Brésil. Ça, c'est une configuration un peu partout dans le monde qu'on voit, même en Afrique. En descendant en Afrique centrale, de l'Ouest, on assiste au même phénomène. C'est-à-dire que les premiers gouvernements qui ont été élus démocratiquement, par la suite, ont été changés par des gouvernements militaires. Et nous avons le droit de nous poser la question à savoir pourquoi ce sont toujours des gouvernements militaires qui vont remplacer les gouvernements de civils. Car ces différents militaires qui sont amenés au pouvoir justement sont beaucoup plus pro au capitalisme, au pro à l'époque pro-communiste. Donc,